Bonjour, bienvenue sur Radio Mayuri Campus. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce deuxième numéro de cette émission intitulée Le dialogue des continents et comme chaque 2 semaines, co-animée par Angèle Kaba. Bonjour Angèle. Bonjour Michel, comment vas-tu? Très bien, très bien. D'autant qu'on est extrêmement bien entouré cette fois-ci. Je vois ça, je vois ça. Encore des invités, comment dire, de qualité que tu Absolument, nous prépares. absolument, et que je vais rapidement vous présenter, à commencer par Stéphanie Mercier qui est en direct avec nous de Montréal. Bonjour, bienvenue. Hello! Hey Bonjour, ça va bien? Stéphanie! Hey. Juste à côté de vous, le docteur Roland Belloni qui se trouve dans le nord de la France. Bienvenue, bonjour docteur. Bonjour, bonjour Monsieur Plaisir, bonjour tout le monde, à tout le monde. Belle bonjour. Bonjour, Et on bonjour, termine, docteur! Bonjour. par Paris où se trouve Alvaro Pignatari. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, j'ai essayé de mettre l'accent. Bonjour Alvaro. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Cette semaine, deux thématiques. D'abord, bien sûr, la Covid-19, où nous allons évoquer la thématique du vaccin. Faut-il se faire vacciner? Et puis, nous parlerons également du président, plutôt l'ancien président américain, en l'occurrence Donald Trump. La question est de savoir faudra-t-il le condamner suite aux événements qui se sont déroulés au Capitole. Tout de suite, Angèle Kaba, nous allons introduire le premier sujet de ce dialogue des continents. Tout à fait, donc voilà, la question c'est faut-il se faire vacciner? Vous dites de là, le Covid-19. Il a différentes personnalités ce Covid. Hein? Le Covid, la Covid, vous dites quoi de votre côté Stéphanie? Tu dis la Covid, le Covid, les Covid. En fait, mes ados disent le corona. Ah, Ah bon, ok. Mais ça, c'est les ados, hein, ça dépend quel âge. Mais le virus, la maladie, C'est ça, ça varie. plusieurs formes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, de mon côté, j'ai recensé 5 compagnies, en tout cas, qui fabriquent ce vaccin. Aussi, de mon côté, au niveau des États-Unis, j'ai fait un petit peu des recherches pour voir le nombre de décès, en fait, le nombre de décès enregistrés euh, suite aux personnes qui auraient pris le vaccin. Après, bon, faut toujours faire d'autres examens pour voir si c'est vraiment lié directement. Mais en tout cas, depuis décembre, entre décembre et février, on a enregistré plus de 1170 décès de personnes qui auraient eu le vaccin. Donc ça fait 0, plus ou moins 0,0 quelque chose pour cent. Don't quote me on that because j'essaye de me rappeler les chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il pas? Docteur Rollin, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous attaque direct. Oui, bonjour. Et effectivement, faut-il se faire vacciner? Il y a plusieurs courants, plusieurs écoles. Moi, je fais partie d'une école où vaccination, oui, mais avec prudence. Or, l'arrivée des vaccins, et c'est fait de façon rapide. Et il y a une phase qui est manquante, c'est la quatrième phase, qui est la pharmacovigilance. La pharmacovigilance permet d'observer ce que vous venez de dire tout à l'heure, les effets secondaires et les effets délétères de la vaccination. Et ça, c'est le temps qui peut le dire. Donc, le temps ne peut être compressé. D'où beaucoup de prudence. Alors, plusieurs types de vaccins, comme vous le savez, le vaccin de Pfizer, qui est un vaccin ARN messager, et les autres vaccins qui sont donc, selon la fabrication habituelle donc, du vaccin, c'est-à-dire soit on apporte un virus atténué ou une partie du virus, des capsides, c'est-à-dire des morceaux de virus, et qui pourraient donc provoquer cette immunité. Alors, s'agissant du vaccin ARN messager, pour moi, si j'avais un conseil à donner, c'est que moi, je ne le ferai pas. Et je ne l'ai pas fait. Par contre, le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin classique, qui est donc un virus atténué ou un virus recombiné, celui-là, bien que apparemment,
qu'il soit moins efficace. Il est de 85% donc, au niveau de son efficacité, alors que les autres sont de 98-99%. Alors, faut-il se faire vacciner? Il y a deux façons de voir les choses. Dans la première réaction, si je disais non, il faudrait attendre ce qu'on appelle les gens ne sont pas vaccinés, mais ils font la maladie à bas bruit ou asymptomatique ou des symptômes atténués. Donc, pour atteindre cette immunité collective, il faut que 70% de la population soit contaminée, ce qui est difficile et qui va mettre du temps. Donc, faut-il se faire vacciner? Oui, la vaccination peut apporter cette immunité collective rapide, mais je pense qu'il faudrait utiliser le deuxième vaccin, qui est le vaccin AstraZeneca. Comme vous m'aviez dit de faire court, j'essaye de faire court. Merci. Je pourrais donc poursuivre s'il y a d'autres éléments à apporter. Merci, c'était très précis. Merci beaucoup. Alvaro, toi, tu ferais le vaccin ou pas? Personnellement, non. Ok. Mais j'ai rejoint plutôt l'avis de docteur. Dans une idée d'échelle d'immunisation, ça pourrait éventuellement apporter une solution plus ou moins rapide. Mais personnellement, déjà, je suis d'un caractère médical, c'est-à-dire je suis rarement malade, je suis d'un groupe sanguin O positif, donc tout le monde dit que c'est plutôt donneur universel. On a de la chance de ne pas avoir beaucoup de maladies. J'étais jamais vacciné à la grippe et tout ça, et rarement, je ne suis jamais malade. Mais ça, c'est une chance. Peut-être une histoire de génétique, métabolisme, je parle pour moi. Mais en parlant généralement, donc, Monsieur Plaisir, il sait, je suis brésilien de base. Donc, mon pays en question, même que je parle de Paris, on vit une situation assez parallèle par rapport à la crise à cette crise sanitaire. Donc, on a une variante aussi. Et on enregistre aujourd'hui quelque chose comme 1200, 1300 morts par jour au Brésil. Donc, c'est vrai que tout ce que peut apporter éventuellement une solution pour des pays qui sont dans un cas d'extrême problématique sont bienvenus. Après, voilà, de point de vue personnel, donc je suis tout à fait de l'avis du docteur, sans vouloir aller plus loin. Après, c'est bien d'avoir le choix. Je ne pense pas que ça doit être quelque chose qui doit être imposé ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est assez mitigé. Je pense que c'est bien la raison pour laquelle on discute, parce qu'il nous manque peut-être d'éléments, il nous manque peut-être aussi d'autres points de vue que pu éclaircir la question de la vaccination aujourd'hui. Oui, je pourrais rapidement parler du cas du vaccin jaune que Dr Belloni connaît très bien, qui est aujourd'hui obligatoire pour voyager, pour se rendre en Guyane et d'autres pays. Est-ce que demain, le même cas de figure pourrait se produire, ou pour accéder à certains endroits, à des restaurants, rentrer dans certains hôtels, ou pour se rendre dans certains pays, est-ce que le vaccin contre le Covid-19 ne risque pas de devenir indispensable, voire même obligatoire? Dans ce cas de figure, on n'aurait plus la possibilité de choisir ou pas de se faire vacciner. Stéphanie Mercier, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je suis pas médecin non plus, hein. Alors, je suis experte coach d'anglais, mais je suis maman également. Alors, ce que je peux dire, c'est très intéressant ce que tout le monde dit d'ailleurs. Je trouve ça vraiment... tout le monde a des facettes différentes, là. Mais lorsque tu parles que ça pourrait devenir obligatoire, tel qu'un passeport, eh bien, moi, honnêtement, je serais prête à m'y soumettre. Parce que j'ai une santé de fer, mes enfants ont une santé de fer. Je ne crois pas qu'un vaccin pourrait affecter notre santé. Cependant, non, je désirerais pas le prendre, et je ne voudrais pas que mes enfants le prennent non plus, pour une raison à laquelle je m'accroche, peut-être à tort, mais parce qu'il y a beaucoup de variants. On parle beaucoup en ce moment au Canada, au Québec, des variants, des mutations. Alors, puis en plus de ça, en ce moment, je vous ai fait parvenir, Michel, hein,
je t'ai envoyé une feuille. On a reçu ça là, dans la presse canadienne. Toutes les étapes qu'on doit suivre si on voyage à l'étranger. Alors, le vaccin, là, ça nous enlève zéro à peu près les 12 étapes qu'on doit subir si on revient de l'étranger. Alors moi, par exemple, j'ai un voyage à faire, un voyage d'affaires à faire. Et je dois me mettre en quatorzaine au retour. Imaginez-vous les conséquences. Puis ça, c'est à l'hôtel. Là. Au moins 1 à 3 jours à l'hôtel. C'est moi qui paie. Puis ensuite, la quatorzaine. Alors, je ne sais même pas si je pourrais être en contact avec mes enfants. 14 jours au retour pour un voyage d'affaires d'une journée ou 2. Là. Wow. Puis le vaccin, c'est écrit dans la presse canadienne qu'il n'y a aucune preuve. Attends, j'ai écrit ici comment ils l'ont rédigé, là, mais manque de... En tout cas, je le retrouve plus, mais c'est qu'il n'y a aucune preuve qui dit qu'on ne peut pas transmettre le virus malgré qu'on ait été vacciné. Donc, ça m'apporte quoi en réalité? Ben, quoi, rien, parce que je peux le transmettre quand même à ma mère, je peux le transmettre Alors, je ne vois juste pas l'avantage, je n'en trouve pas. Alors justement, docteur Roland Belloni, peut-être que... Oui, allez-y, vous vouliez réagir. Tu voulais réagir, on se tutoie aujourd'hui. On se lâche. On va se lâcher. Alors, oui, on va se lâcher. Comme ça, on sera beaucoup plus naturel. Tu disais que, effectivement, tu avais évoqué la vaccination contre la fièvre jaune. C'est un très bel exemple, parce que la vaccination contre la fièvre jaune, avant, on se faisait vacciner tous les 10 ans. Aujourd'hui, il suffit d'une seule vaccination. Ça veut dire qu'il faut qu'on est vacciné, on est immunisé pour la vie. D'accord ? Donc, ça veut dire que le système de défense, qui est le système de défense immunitaire naturel, protège à mémoriser le processus même de défense contre la fièvre. Or, la vaccination, à la fois contre tous les coronavirus, c'est une vaccination qui se renouvelle par définition. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour moi une vraie vaccination, c'est une sorte de thérapie annuelle. Et vous avez évoqué, c'est Stéphanie qui a évoqué, donc on ne sait pas si on est contagieux. Oui, on reste contagieux. C'est-à-dire par définition, comme on reste contagieux, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je pense que la vaccination contre alors on disait, on peut dire la Covid, on peut dire le Covid, et Stéphanie l'a très bien dit, en fait, quand on parle du virus, c'est le Covid, et le corona, et quand on parle de la maladie, disease, dans Covid, il y a disease, maladie, c'est la maladie. Donc en France, on dit les deux. Avant, on disait que la maladie, aujourd'hui, on dit les deux. Bon, ça fait plus scientifique quand on dit le, parce que ça fait partie du vocabulaire des scientifiques. Et pour revenir à la vaccination de la Covid-19, moi, je pense que, d'ailleurs, le vaccin de Pfizer, qui est un ARN, qui pour moi n'est pas une vaccination, mais qui n'est pas une vacciноthérapie, mais qui est une vaccinogénie. Donc on est dans le génie, dans les gènes, et là, c'est en ce sens-là que c'est dangereux. Et c'est en ce sens-là que nous n'avons pas suffisamment de recul. Et vous parlez de pharmacovigilance. Donc la prudence, elle est énorme. Donc c'est bien pour ça que je dis qu'il faille attendre une vaccination, et on ne pourra pas vacciner de façon obligatoire pour les transports ni pour l'avion, comme on l'a fait pour la fièvre jaune. Ce serait un non-sens. Ce serait un non-sens parce qu'il faudrait se vacciner tous les ans, puisque le vaccin ne dure pas. Donc ça ne peut pas passer. Et après, bon, certains pensent, et je pense aussi, que c'est une affaire de gros sous. Oui, Donc, oui, voilà. Ce sont des oratoires qui sont d'ailleurs. Et je pense qu'on va y arriver. Donc les fameuses pharmacopées traditionnelles nous ont montré que, regardez, vous avez entendu parler des pays africains. Pourtant, ils sont pauvres, ils sont faiblement économiques, et quand une maladie infectieuse traverse ces pays-là, ça fait des dégâts. Notamment, je parle pour le paludisme. Or, qu'est-ce qui se passe ? Il y a probablement une immunité génétique
il y a probablement aussi un rapport entre le virus et le parasite, et les parasites qui sévissent dans ces pays-là. Et il y a un troisième élément dans ma spécialité, la rhumatologie et certains médicaments de la rhumatologie, et je veux pour preuve l'hydroxychloroquine, donc le plaquenil, qui aurait une action. Ça veut dire que le processus immunitaire et le processus métabolique de cette maladie-là se rapprochent du système de défense de ces trois maladies. Donc, on n'aura pas à vacciner, sinon ce serait une vaccination annuelle. Vous voyez, être vacciné tous les ans pour pouvoir voyager, ça n'a pas de sens. Le vaccin de la fièvre jaune a été rendu obligatoire parce qu'il était valable 10 ans. Donc, voilà. On ne peut jamais faire passer un message où vous êtes vacciné chaque année pour voyager. Ce serait quand la prévention devient plus dangereuse que la maladie, autant faire la maladie. Quand on parle de virus, tous les laboratoires se sont orientés vers le vaccin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin est une immunité dite adaptative. Donc, on vous injecte un morceau du génome du virus et ce morceau va permettre, une fois dans la cellule, de fabriquer ce qu'on appelle la protéine spike. Vous avez suivi de très près la déclaration du docteur Joseph Henry et surtout ce que le laboratoire Phyto-Bocase a déclaré avoir trouvé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est très important et moi je suis très proche et je crois beaucoup à la pharmacopée traditionnelle. Et notamment dans un pays comme la Guyane ou les Antilles ou les pays tropicaux, ou notamment l'Amazonie qui renferme cette richesse botanique. Et je rappelle qu'avant les médicaments, il y avait les plantes. Et que les Amérindiens et même les Égyptiens ont beaucoup consommé les plantes. Donc, et je rappelle aussi ici que les plantes et les médicaments sont tirés donc des molécules des plantes. D'accord? Donc, ça voudrait dire qu'en fait, nous n'avons pas suffisamment développé ce que j'appellerais les tradipraticiens, ce sont les gens, les gaddos, pas les gaddos, comment ça s'appelle, les chamans, notamment donc dans chaque ethnie entre guillemets primitive, il y a toujours un médecin guérisseur. Et la transmission se fait de fils à père ou de père à fils spirituel. Donc c'est une coutume pratiquée et qui a fait ses preuves. Je veux pour théorie, là où il y a la maladie, il y a systématiquement le traitement. C'est le yin et le yang, le jour et la nuit. D'accord? Donc, on va trouver. D'ailleurs, le docteur Joseph Henry est en train de nous dire qu'à travers donc, son Virapic, qu'il a trouvé la plante qui pourrait donc freiner le métabolisme du virus. Il y a aussi donc en Guyane avec le Kouachi. Donc toujours pareil, et l'Artemisia à Madagascar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde ces plantes, ces plantes-là ont une action sur le paludisme. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraisemblablement un axe de recherche sur paludisme, donc parasites et virus, qui n'a rien à voir avec les bactéries. Donc, et avec aussi la rhumatologie, qui est ma spécialité. On pense que, par exemple, une maladie comme la polyarthrite rhumatoïde peut être provoquée par le virus de la rougeole. Oui. Alors, il y a cet axe de travail qu'il faut utiliser, qui pourrait remplacer le vaccin. Ouais. Et je dis que moi, avant d'imposer de façon drastique la vaccination, on pourrait déjà proposer ce type de thérapie. Et la thérapie classique, hein, c'est les potions donc traditionnelles, notamment donc le Virapic du docteur Henry. Très bien. Oui, selon. Moi, je suis pas. Oui. Je suis pas docteur, hein. Je suis pas docteur. Il n'y a rien de scientifique, mais depuis que je me suis installée aux États-Unis, je suis devenue végétarienne. C'est vrai que j'ai fait très attention à ce que je mettais dans mon corps, dans mon système.
Je suis devenue végétarienne, je me soigne beaucoup, tout ce qui est aux plantes, à l'acupuncture. Et j'ai aussi découvert les traitements et les pratiques du docteur Sebi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Et voilà, c'était un herbaliste en fait originaire des Honduras qui s'est autoproclamé donc healer et qui était venu, il avait eu un procès et on lui avait dit de ramener, je crois, 5 ou 7 de ses patients qu'il avait apparemment guéri du sida, quelque chose comme ça. Et il était venu avec 70. Enfin, faites des recherches sur le docteur Sebi, vous verrez. En tout cas, ses disciples aujourd'hui continuent en fait à pratiquer sa médecine, si on peut dire traditionnelle. Vous me reprenez les mots si je suis pas juste, si je suis pas correcte, docteur. Et voilà, donc en tout cas, moi, je me soigne, j'utilise ces produits, je me soigne à tout ce qui est plantes, je suis devenue végétarienne et je fais très attention à ce que je mets dans mon système, donc je suis vraiment dans cet axe-là. Mais de nouveau, rien de scientifique, je pense que chacun doit avoir sa propre expérience avec son corps. Et je pense qu'il y a aussi pour moi, hein, vous me dites ce que vous en pensez, je pense que c'est aussi ton juste jugement, ce qui est juste pour toi. On parle toujours, moi je suis danseuse, chorégraphe danseuse, donc body, mind and spirit, quand ça arrive in alignment, pour moi c'est là où on trouve le meilleur de soi. Donc voilà, et aussi je voulais revenir un peu sur ce qui avait été dit. Pour moi tout ça sonne un peu comme une perte de liberté. Voilà, cette histoire d'avoir un vaccin, je parle complètement de l'axe scientifique. Est-ce que pour vous ça sonne comme ça? Pour moi ça sonne comme une perte de liberté et c'est ça que je trouve dangereux, indépendamment des aspects scientifiques. Bien entendu, tout le monde peut faire ses propres recherches ou alors envoyer un email au docteur Rollin pour avoir son avis, pour avoir d'autres interviews comme ça. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, cette histoire sachant maintenant qu'on a cette confirmation scientifique qui dit que c'est pas un vaccin pour toute la vie, il faudrait le reprendre chaque année, un peu comme le vaccin de la grippe. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment c'est bon, je ne prends pas. Voilà. Maintenant, grâce à vous, docteur, c'est définitif, je ne prends pas. Mais voilà, cette perte de liberté, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous un petit peu du côté de... T'en penses quoi d'ailleurs, Michel, toi, au niveau de la liberté? Qu'est-ce que tu penses? Oui, bien écoutez, à partir du moment où il y a une fréquence, une certaine fréquence à respecter, et puis que le fait d'être inoculé de ce vaccin vous contraint à adopter une certaine habitude, je trouve effectivement que ça empiète quelque part sur notre liberté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphanie Mercier. Mais en réalité, ça va revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, en tant que tel, le vaccin ne m'empêcherait de rien tant que j'aurais des droits de faire quelque chose. En ce moment, on a le couvre-feu, on est confiné. C'est ça. Je veux dire, si on veut travailler de la maison, moi j'enseigne, je pourrais enseigner 100% de la maison. Les élèves, ils ont des symptômes, elles peuvent recevoir l'enseignement de la maison quand ça leur tente. Donc, comme je disais tout à l'heure, le voyage est interdit. Et si on le fait, mais on est forcé. Et puis là, il y a des peines, sous peine d'emprisonnement, là. Des grosses amendes si on est dehors après 20 heures. Fait que pour moi, en ce moment, le vaccin, c'est pas vraiment le cœur de ce qui nous brime, de ce qui brime notre liberté. C'est ça. Et Alvaro? Alvaro? Oui. Ça nous offre même pas la liberté de le prendre, alors. Moi, personnellement, j'aime bien le cheminement que le thème est en train de prendre, parce qu'en reprenant aussi ce qu'a dit Michel avant, jusqu'à maintenant, on a vu plutôt un aspect scientifique. Et là, c'est intéressant de voir l'aspect social et économique. Parce que, sûrement, on ne sera pas obligé de prendre les vaccins, mais je vois ça de façon morbide, vu que pour un entretien d'embauche demain, il va falloir être vacciné, pour éventuellement fréquenter une salle de spectacle. Donc, c'est inconsciemment, on nous l'impose pour voyager, pour ci, pour ça. Et je vois qu'il y a quand même des intérêts, c'est pas quelque chose dans l'ordre de la conspiration, mais quelque chose d'ordre économique. On est tous d'accord que le vaccin aujourd'hui, il n'a pas 100%
il n'est pas 100% sûr de faire l'affaire. Et à la fois, on voit exactement toute une machine économique de tout ce qui est les industries pharmaceutiques, etc. Donc, en reprenant aussi ce que disait le docteur et notre collègue à New York, donc c'est intéressant de voir ces guérisseurs phytothérapeutiques qui arrivent, mais bon, ça a toujours été là. Et donc, drôlement, ce n'est pas mis en avant exactement parce qu'il y a quand même des intérêts derrière qui exploitent ces principes actifs des plantes, etc., et que le transforment, soi-disant, de ce qui est le meilleur pour tout le monde. Donc, je ne m'avance pas plus, mais je trouve intéressant qu'on voit plutôt cet aspect-là, le social, dans le but de qu'est-ce qu'on sera empêché de faire ou pas, si on est vacciné ou pas, éventuellement, et économiquement, voilà, à quel point... avec ou sans résultat, ça a un enjeu économique mondial quand même. Très bien. Juste avant de parler de Donald Trump, il nous reste peu de temps. J'aimerais quand même vous faire réagir par rapport à des solutions alternatives qui ont été proposées au vaccin et qui n'ont pas été retenues. Il y a l'exemple du docteur Raoult, dont on n'entend plus parler, qui avait dans différents médias appelé de ses voeux à utiliser un autre médicament pour se soigner du Covid. Il a totalement disparu des radars. Les révélations de Phyto Bocase, ce laboratoire en Guadeloupe, aucun média national pour le moment n'en a vraiment parlé. Alors est-ce qu'il y aura vraiment est-ce que ça pourra peser par rapport au vaccin, et on peut également évoquer l'exemple de Madagascar. Le président malgache avait présenté une plante également issue de sa pharmacopée qui pouvait soigner, qui pouvait être efficace contre qui pouvait faire face au Covid. Est-ce que tout cela nous amène pas effectivement à penser à cette je crois qu'Alvaro parlait de machine économique, parlait également d'un système qui s'enferme quelque part sur nous et qui nous impose finalement de passer par un chemin, par une voie, et ne nous laisse pas beaucoup de choix. Est-ce que vous partagez cette impression? Oui, docteur Rollin. Le seul fait de dire ne nous laisse pas de choix, c'est nous priver de liberté. Et c'était pour revenir à la question précédente, on nous a privé de liberté parce qu'on ne nous laisse pas le choix. On ne nous laisse pas l'esprit critique. Et notre esprit critique est suffisamment élevé pour nous permettre de choisir. Donc le seul fait de nous enlever le choix, la possibilité de faire le choix, on nous enlève la liberté. Ouais, puis oui, allez-y. S'agissant des trois, il y a trois propositions. Il y a la médecine traditionnelle, d'accord, qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas suffisamment développée, car nous avons souvent des problèmes de dose et de durée de traitement. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a eu un traitement ambulatoire préconisé par un groupe de médecins qui veut la vitamine D, le zinc, la vitamine C, le sélénium, l'arythromycine et l'hydroxychloroquine du docteur Raoult. Oui. Et ceci aussi est insuffisant parce que et puis il y a la médecine classique, celle que nous connaissons, donc avec les médicaments, l'hospitalisation dans les moments de détresse, le paracétamol qu'on nous a dit de prendre au début, et puis si les choses n'allaient pas bien, dès que vous avez des signes respiratoires, vous appelez le 15 et vous êtes hospitalisé. Donc tout ça est confus et tout ça n'est pas bien clair. Donc je pense que on a enlevé quelque chose de très important aux médecins de famille, c'est-à-dire aux médecins de première ligne. C'est lui qui vous connaît, c'est lui qui doit prendre la décision soit de pratiquer ce qu'il a appris à l'université, c'est-à-dire ce qu'il a appris, le traitement. Toute maladie mérite traitement. Or, on nous dit,
Il n'y a pas de traitement. Il y a un traitement aujourd'hui. Il est ce qu'il est. Ouais. Il est ce qu'il est. Ce qui est gênant dans la situation, c'est qu'on veut faire passer à tout prix la vaccination. Ouais. C'est ça. Alors moi, je vais être direct. Est-ce que les gouvernements ont un intérêt à nous imposer aujourd'hui ces différents vaccins? Vous posez la question. En tout cas, tu parlais au docteur? Non, tout le monde peut répondre. Ok. Angèle? De mon côté, j'ai fait des recherches. Il y a 2 millions de personnes qui ont été vaccinées aux États-Unis. 2 millions. Les tests aussi de vaccination sont en train d'exploser en fait. Je ne sais pas à qui ça profite. Alors je disais, il y avait 5 compagnies que j'ai recensées qui produisent les vaccins, mais j'ai l'impression que même autour de ça, ça devient un business, quoi. Que ce soit les masques, que ce soit les produits pour désinfecter les mains, que ce soit, comme je disais, les différents tests maintenant du Covid, de la Covid, que ce soit le test, celui qu'on met dans le nez, maintenant celui qu'on prend avec la salive, qui est rapide, qui est express, qui est ci, qui est ça. Effectivement, la peur, moi je suis installée aux États-Unis, ça fait 7 ans. Et au début, j'avais par exemple beaucoup de mal à regarder la télévision parce que toutes les 5 minutes, les programmes étaient arrêtés pour avoir, je sais pas, de la pub agressive, mais aussi de la pub qui faisait peur. On disait, moi je voyais au tout début, c'était vous allez mourir, ouais, si vous prenez pas ça. Et alors il y a tel et tel, appelez votre avocat si jamais vous tombez dans la rue parce que vous allez pouvoir gagner 1 million. Enfin, c'était un truc. Moi je suis née en Belgique, je suis française, je suis née en Belgique, j'avais pas ça. Pour moi c'était choquant. Donc de vivre aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a cette espèce de business de la peur. Alors, le business de la peur, plus maintenant le Covid, plus maintenant tout, pour moi, je vous dis, ce business qu'il y a autour, il y a effectivement, ça profite à quelqu'un. Pas à moi, en tout cas, mais ça profite, bien entendu. En tout cas, moi, c'est mon avis. Stéphanie? Est-ce que tu partages cet avis, Stéphanie? Le docteur a levé la main. Là. Ah! C'est important ce que tu veux dire, Angèle. Docteur Rollin. Le business de la peur. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Le business de la peur. Et parce que derrière la peur, il y a un business. Donc on va provoquer la peur. La peur parce que on nous a dit qu'on nous étions en situation de guerre. On nous a dit qu'on ne connaissait pas l'ennemi. On a peur parce qu'on ne sait rien du tout. Or aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. On sait le virus, on connaît le virus, on sait la façon dont il se transmet, on sait énormément de choses et on sait le freiner si on ne sait pas le guérir de façon systématique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va provoquer une peur pour pouvoir consommer la vaccination. Et c'est ça qui est dangereux. Alors que s'il y a plusieurs façons de prendre en charge le virus, selon qu'il soit pris avant, c'est la prévention. Pendant les premiers signes, c'est traité très tôt, et puis bien sûr des phases difficiles, et c'est là qu'il y a l'hospitalisation et la présentation en réanimation avec de l'oxygène de façon massive. Des réactions rapides, Stéphanie Alvaro. Donc on a parlé scientifique, on a parlé économique, il ne faut pas mettre de côté l'aspect politique. Moi j'ai un avis par rapport à la vaccination qui est un peu l'alibi que les politiciens ils ont trouvé quand même pour d'une certaine façon déconfiner. Politiquement, ça ne peut pas tenir longtemps. Et on le sait. Donc, on sait que si on impose une idée de vaccination, etc., c'est comme un alibi aussi pour commencer d'une certaine façon à alléger les fortes mesures, etc. Je le vois plutôt par là, avec beaucoup d'intérêts que sont, bien sûr, que vont avec des intérêts particuliers, privés. Mais c'est un avis personnel. Mais je pense que tous ces aspects, ils sont quand même importants de citer. L'aspect politique, l'aspect économique et surtout l'aspect scientifique. Ouais. Stéphanie? Donc tu parlais de politique. Oh, Stéphanie, vas-y, Stéphanie. Moi non plus, j'écoute pas la télé. C'est trop agressant, je trouve, les nouvelles. Et même s'il y a beaucoup d'informations pertinentes, l'agressivité et la dureté des nouvelles, bon... Ça prime de sensationnalisme. Pour moi, c'est trop difficile. Donc, je détourne vraiment mon attention dans des directions où c'est pertinent pour moi. Soit que ça m'apporte quelque chose de constructif ou que je peux apporter quelque chose de constructif aux gens. Et peut-être bien naïvement, moi, je
je pense que les gouvernements, au moins au Québec, je peux pas parler pour les autres pays, mais je pense qu'ils sont bienveillants puis qu'ils font ce qu'ils peuvent pour le bien des gens. J'ai écouté les nouvelles là, dans la première semaine au mois de mars l'an dernier. Je trouvais pas qu'il y avait l'air d'avoir des conspirations dans ce qui se passait. Je trouvais qu'il y avait l'air des humains qui essayaient de faire de leur mieux dans la position dans laquelle ils ont été élus. Ouais, c'est mon opinion peut-être candide. D'accord. Oui, alors, si je peux me permettre. Alors, vraiment, en quelques secondes, oui. Juste sur l'aspect le plus important, ce qu'il faudrait retenir, c'est le fameux business de la peur. Et comme l'a dit Alvaro, tout se lie, que ce soit l'économie, la santé, la culture, tout est lié. Donc, et la politique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer cette peur, et à ce moment-là, on fait tout passer. Et on profite de cette situation pour faire tout passer. Or, il y a 3 groupes d'individus. Il y a les complotistes, ça existe, c'est vrai. Il y a la pensée unique, c'est l'autre bout, c'est les 2 extrêmes. Et puis, au centre, nous sommes peut-être nous, les 3, les 4, là, à avoir un esprit critique et pour faire un choix et pour ne pas perdre notre liberté. Parfait. Pardon, maintenant, on a vraiment quelques minutes. On aurait pu consacrer cette émission entièrement à la vaccination. Totalement. Michel, tu veux nous faire parler. Exactement. Donald Trump. Oui, alors Donald Trump, ça y est, il a quitté la Maison Blanche, il s'est installé dans sa villa en Floride et depuis, à Washington, on essaye de le faire payer de ce qu'il aurait causé ou de ce qu'il aurait fomenté. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a toute une procédure qui a été lancée contre lui par le Parlement, le Sénat. Il a également mobilisé ses avocats pour le défendre comme à son habitude. Maintenant, est-ce qu'il doit être jugé compte tenu surtout suite à ce qui s'est passé au Capitole, puisqu'on a encore ces images de ces milliers d'Américains déferlés dans les couloirs du Capitole et d'ailleurs il y a eu des morts, il y a eu 4 à 5 décès suite à ces événements. Stéphanie, toi qui es aux États-Unis, quel est ton avis là-dessus? Moi, en fait, je suis au Canada. À un petit moment de Washington quand même, je suis assez loin. Mais en réalité, moi, j'ai fait des recherches parce que, comme je viens de le mentionner, j'écoute pas les nouvelles. Mais j'ai vu ça, évidemment, le 6 janvier. J'étais devant la télé et puis je regardais. Bon, c'est incroyable. Mais donc, les recherches que j'ai faites m'ont juste porté à réfléchir à qu'est-ce qui va arriver s'il n'est pas incriminé en réalité. Je pense que ça a vraiment retenu mon attention. Quelles seront les conséquences s'il n'a pas de conséquences, en fait? Soit que ce soit emprisonné, peu importe, ou comme ou si on lui enlève pas le droit de se représenter. C'est ça plutôt, je crois, qui est important, sur lequel on doit réfléchir. S'il y a 0 conséquence. Ça en est une conséquence. Oui, l'impeachment dont on parle, en fait, bon, je suis pas politique, mais bon, depuis que je vis ici, quand même, j'ai dû m'intéresser. C'est vrai qu'il y a pas mal de privilèges. Effectivement, le fait qu'il ne puisse pas se représenter, il ne sera pas emprisonné. On n'emprisonne pas un président des États-Unis, pas comme ça. Tu as mentionné les avocats, c'est un businessman à la base. Hein. C'est un businessman, donc voilà. Moi qui vis ici, j'ai commencé mes voyages en 2011, j'ai vraiment senti la différence entre Obama et Trump. Pourtant, je suis une artiste, je suis une rêveuse, une libre penseuse, quelqu'un qui est amoureuse du panafricanisme. Je prône mon identité africaine et caribéenne dans tout ce que je fais et pour tout, j'ai senti la différence. J'ai senti la différence politiquement, économiquement, socialement, la peur. Que ce soit les relations entre les gens ont été changées. Il y a eu la haine qui s'est installée. Concrètement, ce qu'il a fait politiquement, on peut parler, on peut faire des recherches, mais j'ai senti la haine. Et avec la haine, la peur, d'où on a fait moi j'ai fait mes recherches pour savoir, comme disait Stéphanie, s'il n'est pas empêché,
quelles seront les conséquences potentielles pour la liberté de ce pays, entre guillemets, qu'on dit the free country. Donc, il y a plusieurs choses. C'est d'avoir, par exemple, de la protection à vie, lui et sa famille. C'est d'avoir une pension aussi, je ne sais plus à combien c'est exactement, à vie. La possibilité de se représenter et d'autres choses. Mais c'est aussi, pour moi, l'idée de payer pour ce qui a été fait et d'être tenu responsable de certaines actions, des choses qui ont été dites, mais publiquement, pour que le peuple se sente apaisé. Est-ce que ça va vraiment changer concrètement quelque chose pour lui au niveau du business? Non, je ne pense pas. Il est riche de génération en génération. C'est un charlatan, c'est un égocentrique, un narcissique. Et voilà, on ne pourra rien changer. Nous, moi, Angel Kaba, toi, Michel, toi, Stéphanie, docteur Alvaro, on ne peut rien changer demain par rapport à la vie de Donald Trump. Et pour tous ces Américains et pour le monde entier, je pense que le monde entier a été choqué parce que l'Amérique, les États-Unis représentent un peu cette force. Donc voilà, je pense que c'est important qu'il soit empêché pour que les gens qui ont souffert de ces actions, des choses qui ont été dites et faites durant ces 4 ans, puissent se sentir apaisés. Voilà. Oui, c'est tout le symbole de la démocratie américaine qui a été sali. Docteur Rollin. Et je crois qu'on sera tous d'accord pour que Donald Trump ne puisse pas se représenter. Je crois que le procès qui lui est fait, c'est dans ce but-là, parce que ça a été très justement dit que bon, c'est quelqu'un qui était riche, il n'a pas besoin de sous pour finir sa vie, c'est quelqu'un qui est égocentrique et qui est dangereux, donc qu'il faille annihiler et qui ne vienne plus sur la scène internationale et la scène politique. Donc ça, c'est l'objectif principal. Le reste, Trump, il n'a rien à foutre de nous, rien à foutre du système, donc il va vivre tranquillement et il faut simplement qu'on le mette dans les oubliettes. Voilà un petit peu mon avis. Nous arrivons au terme de cette émission sans vous laisser exprimer les derniers mots pour clore ce rendez-vous qui a été encore une fois extrêmement enrichissant. Stéphanie, qui participait pour la première fois à cette émission depuis Montréal, un dernier mot? Merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré, d'avoir participé à vos échanges. J'adore écouter vos opinions. Ça permet d'avoir beaucoup d'informations. Et comme le dit le docteur aussi, de se forger une opinion avec des informations diversifiées. Donc, c'est très intéressant. Merci. Oui, il y a Alvaro, oui, merci Stéphanie, merci surtout d'avoir accepté de nous rejoindre et de participer à cet échange. À toi maintenant, docteur, le dernier mot, oui, alors, avant de nous quitter. Moi, j'étais très heureux d'avoir cet échange, parce qu'à travers cet échange dans des différents courants de pensée, des différents pays, on est en train de lutter et de vaincre la pensée unique. Et c'est ça. Le combat, la pensée unique. Non, le monde est diversifié. Nous avons tous une façon de réfléchir avec une culture qui est peut-être différente, mais dans l'interpensée, si j'ose dire, c'est l'espèce humaine et l'humanisme qu'on peut avoir. Et avec l'humanisme qu'on peut avoir, c'est comme ça qu'on va sauver le monde. Très bien, ça y est, on a retrouvé Alvaro qui avait disparu de mon écran central, mais qui était toujours là d'ailleurs. À toi maintenant, Alvaro, de conclure. Juste encore une fois, merci pour l'invitation. C'est la deuxième fois que je participe. C'est une très belle initiative. Très content de rencontrer les collègues à New York, à Montréal, le docteur ici en France iranien, très très instructive et très constructive aussi comme échange. Et ravi de pouvoir collaborer avec ces belles actions. Et bien évidemment, Angèle, co-animatrice, cofondatrice de ce concept, le dialogue des continents que l'on retrouve tous les 15 jours, toutes les 2 semaines sur nos antennes radio, Cayenne, Saint-Laurent, FM et partout dans le monde sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est peut-être l'occasion de les rappeler, Facebook, Instagram, Twitter, et LinkedIn pour n'oublier aucun. Angèle est partout.
Bah, moi, je suis contente, hein. C'est toujours un plaisir de rencontrer des nouveaux invités, des nouvelles personnes, des personnalités, des avis, échanger. J'aime beaucoup le dialogue des continents. Pour moi, c'est un des plus beaux projets pour commencer l'année. Je suis très contente pardon, de faire partie de l'équipe de Radio Mayuri Campus. J'adore dire ça comme ça, c'est trop cool. Mayuri Campus. Je suis antillaise, ma mère est de la Martinique, mon père est du Congo, je suis donc africaine, antillaise. Je suis ici aux États-Unis, je suis très contente de faire partie du dialogue des continents, j'adore parler. Donc voilà, merci beaucoup à tous les invités. Merci beaucoup à tous les invités. Docteur, moi je suis fan. Moi je suis fan de vous. Voilà, où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut discuter? C'est comment? Comme on dit chez nous là, c'est comment? Comment on vous trouve là? Vous me trouvez sur Facebook. Vous allez sur ma page Facebook et vous verrez toute ma pensée. Ok, Ouais. je vais suivre. Stéphanie, où est-ce qu'on peut te trouver aussi au niveau des réseaux sociaux? Où es-tu active, la plus active? Ah oui, mais voilà, moi aussi, comme docteur, Facebook, on a un groupe privé, puis on aide les gens à aller chercher leur anglais avec les neurolinguistiques, et puis voilà, donc, Facebook, Stéphanie Mercier-Rodrigue, et puis pour rentrer dans le groupe. Voilà. Ok. Alvaro, où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux sociaux également? Également Instagram, Facebook. Facebook, c'est pas pour les vieux. Voilà, nouvelle thématique. J'ai 37 ans, je suis un jeune vieux. Moi, je suis un jeune, mais un jeune retraité. Voilà. C'est vrai qu'il y a un réel engouement pour la langue anglaise chez nous, dans les territoires d'outre-mer et en Guyane en particulier. J'espère qu'on pourra mettre en place des projets ensemble entre le Canada d'une part et New York, les États-Unis de l'autre, pour donner à notre jeunesse cette ouverture qui leur est nécessaire et dont ils ont tant besoin. Oui. Permettez-moi de dire que Alvaro est mon voisin. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Oui, absolument. Nous parlons du même continent. Absolument. Et nous le regardons de l'extérieur. Tout à fait. D'ailleurs, on appelle le Brésil notre grand voisin. Merci à chacun d'entre vous. Merci Angèle. Merci à Stéphanie. Merci Michel. Merci Docteur Rollin. Merci Alvaro d'avoir participé à cette émission. Prenez soin de vous et à très bientôt.